René Bourri, bonjour. On se trouve ici au musée de l'Élysée, au milieu de votre rétrospective. De voir comme ça 50 ans de photos au mur, ça vous fait quel effet? C'est à la fois, c'est moi, mais un peu distant maintenant. C'est comme si j'ai donné ça aux gens, au regard, et c'est plus dans les caisses, dans l'intimité ou en moi, avec les souvenirs. Ce qui me fait le plaisir, c'est quand je vois l'intensité des gens avec laquelle ils regardent des photos d'une époque qu'ils n'ont pas vécue. Vous pensez qu'elles ont changé le monde un peu, ces photos? Vous croyez en ce pouvoir de la photo? Il ne faut pas avoir des illusions. Chaque photographe est connu par 2 ou 3 photos. Donc, ce qui était mon but, c'est de habiller un peu tous ces événements ou ces 2 ou 3 photos par qui je suis connu, ce qu'il y avait autour, d'amener un peu l'histoire et de retrouver un peu mes propres traces, comment je suis arrivé à tous ces merveilles ou toutes ces horreurs. Alors la première image, c'était en 1946. Churchill vient à Zurich pour prononcer un discours. Vous prenez l'appareil de photo de votre père et là, clic-clac Kodak, vous en faites une. Vous avez 13 ans, c'est une super photo. Elle est d'ailleurs exposée dans cette rétrospective. Ça veut dire que c'était facile de faire des photos d'actualité? Vous aviez un don, un talent précoce? Non, j'étais poussé par mon père. C'était lui qui avait ce violon d'Ingres, qui photographiait toujours. Il me donne l'appareil, il dit voilà, à tel endroit, et là j'ai fait une photo qui était pendant des années, qui a disparu, et pourtant j'aurais pu la dessiner, et c'était pas un peu, si vous voulez, le départ ou le signal que Bourri va devenir photographe, parce que j'ai dessiné toujours depuis ma jeunesse, et c'est comme ça que j'ai trouvé le chemin à la Kunstgewerbeschule. Donc l'école des arts appliqués, c'est là en fait que vous apprenez le métier de photographe avec un prof, je crois qui a eu une forte influence sur vous, qui s'appelle Hans Finzler. C'est un personnage plutôt austère, mais qui représentait la nouvelle objectivité. Qu'est-ce qui vous a appris, ce monsieur Finzler? C'était formidable et en même temps c'était dur. Parce que là, une fois que j'étais dans cette école photo, parce qu'il fallait se décider après un an avec par exemple, un autre grand du Bauhaus, Johannes Itten, qui nous a tapé sur le dos. Il fallait hurler le matin pour se vider en apprenant les cours des couleurs. La couleur, c'était bien, mais au fond, ce que je rêvais, c'était à l'époque des films noirs, toute cette période du cinéma français, Jean Gabin, Quai de Brume, Jean Renoir. C'était votre modèle, ça? C'était ça l'émotion, c'était ça les histoires d'amour. Jean Gabin dit attends, je reviens, pouf, 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 il ne revient pas. Et moi, je me trouvais au bord du lac. J'ai dit, ça, je voudrais vraiment montrer un peu cette émotion. Mais c'est pas du tout ça qu'on vous apprenait, alors, visiblement. On était obligé de faire de ce qu'on appelle des natures mortes, still life, avec une tasse, et ça m'intéressait. Je dis, mais attends, je suis sur un mauvais bateau, là, c'est pas du tout ça. Ce qui m'intéressait, c'était de m'approcher de l'homme. Mais vous avez gardé quelque chose de cet enseignement, parce que d'un côté, vous êtes allé vers des photos plus spontanées, plus vivantes, plus humaines, mais vous avez gardé toujours ce sens des structures. Hein. Je pense notamment à une photo, celle qui est très connue, les hommes sur le toit, ou une autre que vous avez prise au ministère de la Santé, à Rio, avec une espèce de quadrillage sur la route. C'est des photos qui sont restées un petit peu influencées par cet enseignement. J'avais une capacité d'avoir peut-être un certain don de voir les lignes perspectives. Donc, ça m'a presque mis sur des rails que je ne voulais pas. C'était trop facile pour moi, trop brillant, trop facile, comme je disais. Et c'est que le deuxième choc, après avoir quitté l'école, en arrivant à Paris, évidemment avec l'exemple de Bischoff, qui était notre modèle, Werner Bischoff, le photographe de Magnum, suisse. Qui après est devenu membre, qu'on connaissait. On connaissait Magnum par des publications dans Live. C'était donc des années 50 où le photojournalisme était au sommet pratiquement. Magnum, c'était l'élite du photojournalisme au moment où vous avez les premiers contacts?
mais en arrivant après, c'est devenu une famille de deuil parce qu'ils ont perdu justement 3 photographes en quelques années. Bischoff me disait, bon, j'ai montré toutes tes photos, les premières photos quand j'ai commencé en quittant l'école en 1953, mais quand je reviens, on en parlera. Et évidemment, il est plus jamais revenu. Avec un copain, ils ont eu un accident au Pérou. Et puis alors vous rencontrez Cartier-Bresson, évidemment, et là, il se passe une chose étrange, c'est qu'il vous palpe. Mais ça, il arrive à Zurich, à minuit. Je dis, ben, bonjour, je l'ai cherché pour l'amener à l'hôtel. Et la première chose, il me dit rien, mais il commence à me dire, c'était comme... Contre le police. Voilà, c'est ça. Il dit, mais, je dis, attends, il me dit, où est ton Leica? Je dis, mais attends, minuit, toujours, pense ça. Et ça, c'était une des grandes leçons. Quelle était l'influence de Cartier-Bresson sur vous? Il parlait toujours, lui, dans ses photos, de l'instant décisif. C'est quelque chose qui vous a marqué? Ben, moi, je voyais tout de suite, c'était pas moi, au fond. Moi, j'ai même dit dernièrement, en discutant avec lui, tu vois, pour moi, il n'y a pas ce moment décisif. Toi, tu travailles d'une autre manière, et moi de la mienne, parce que quand je regarde les contacts, c'est du chaos pur, et tout d'un coup, paf, un tir, et c'est une bonne photo, et je trouve même souvent pas une deuxième. Et lui, il avait cette espèce de capacité, et ça j'explique après, de développer un thème, de suivre, jusqu'il avait ce moment décisif, cette espèce d'orgasme visuel qu'il arrêtait là. Et là, évidemment, ce qui était différent entre lui et moi, j'adorais Picasso. Pour moi, c'était cette force, cette espèce de violence, de changer les styles, les choses. Et lui, c'était absolument un homme classique, maticien. Donc, il avait même un peu peur de Picasso. Il était, je crois, une fois chez lui, mais ça m'a stimulé. Donc, je voudrais dire que j'ai tellement appris de lui après l'école. C'était ma deuxième grande école que j'avais à faire avec lui. Parce que ce qu'il nous a appris, pas seulement à moi, c'était cette discipline du petit cadre de 24-36. On partait, à l'époque, on envoyait les films, il fallait être rapide, des fois censure, évidemment, on loupait des fois des bouclages, mais il disait, il faut que tu remplisses ton image, parce qu'on n'a pas le temps, quand ça arrive, il va au labo, et tout de suite aux journaux. Donc ça, il nous a appris. Vous diriez que c'est de la photo, c'est des photographes engagés, militants, Magnum? Comment vous les définiriez? Il n'y a pas de dogme sur ce plan-là. On est de gauche à droite, d'en haut en bas, l'un qui gagne beaucoup, l'autre rien, l'autre qui part de 30 ans plus tard toujours avec un sac à coucher, l'autre qui rêve, payé à l'époque, surtout les journaux, l'aile américaine, de vivre dans les grands hôtels. Donc il y avait tous les genres. Il y avait tous les genres. Voilà. C'est pas de la photo de gauche, pour dire les choses simplement. Non, non. Même politiquement, c'est-à-dire il y a un certain engagement. Et on pourrait dire c'était l'engagement pour l'homme. Mais à l'intérieur de ça, il y avait peut-être tout un paysage psychologique. Mais comme ligne générale, c'était un peu ça, cette photo engagée, cette photo qui vibrait, qui était tournée pas contre l'homme, mais pour l'homme. Entre 1950 et 1980, à peu près en 30 ans, vous parcourez la planète dans tous les sens avec votre Leica. Est-ce qu'il y a là un peu du Suisse qui trouve qui est un peu à l'étroit dans son pays? Il y a certainement un peu du mercenaire, parce que les Suisses étaient les guerriers pendant des siècles, jusqu'ils ont jeté leur truc. Donc j'ai un peu ça, mais plutôt curiosité. Heureusement, je n'ai pas un fusil, mais j'avais l'appareil, donc la combine de tout ça m'a aidé avec ce troisième œil, de mettre mon nez dans des histoires qu'on ne devrait pas souvent y mettre et d'aller jusqu'au bout. C'est-à-dire des fois 2 fois autour du monde pendant 1 an, des fois en travaillant un boulot parce qu'il fallait nourrir des enfants. Et
Voilà, c'est un peu ça. Alors pour Magnum, vous allez couvrir notamment quasi tous les conflits de la deuxième moitié du XXe siècle, de Suez à Tiananmen, en passant par le Vietnam, la Corée, la guerre des 6 jours. Et ce qui frappe alors, c'est que sur vos photos, il n'y a pas de morts, il n'y a pas de blessés. Mais est-ce que c'est mieux de photographier des cadavres, des belles photos des cadavres, esthétiques? Quand j'ai vu ça, j'étais devant les trucs, je dis mais c'est indigne. J'ai eu une expérience assez tôt dans la guerre des 6 jours. J'ai tourné un film d'ailleurs, et je me retourne, j'avais senti quelque chose, et derrière moi, il y a une main noire d'un mort qui sort du sable avec le désert derrière. C'était un tel choc, une telle émotion, j'ai vomi, j'ai pleuré, j'ai dit, Puri, tu fais pas cette photo. Vous ne l'avez pas faite. J'ai pas faite. Et c'est comme ça. Quand on est devant des choses, on réagit, et c'est que plus tard, on réfléchit pourquoi je n'ai pas fait. Et il y a toutes les raisons, c'est pas pour être mieux, ou etc., parce que j'ai dit comment on est construit, on répond à quelque chose. Donc, évidemment, il faut montrer les horreurs, les choses. Mais aujourd'hui, je trouve qu'il y a une telle accumulation, une telle presque perversion de la violence. Et moi, je trouve, au lieu de diminuer la violence, ça crée quelque chose que je trouve ne marchait pas pour moi. Quand j'étais devant les événements et avec mes copains, souvent, il fallait être, pendant qu'il y avait un événement, mais après je m'éloignais, ou j'ai cherché un balcon, ou je suis monté sur une dune pour chercher, parce que c'était tellement aussi, il faut dire peut-être, c'était un peu, parce que j'étais pas lâche, mais je ne voulais pas être autour du truc de lécher le sang, si vous me permettez cette expression. Quelle était votre relation justement avec les autres photographes de guerre qui, eux, cherchaient des photoshop? Comment ça se passait? Il y a des très bons, j'ai des copains, il y a d'autres que je trouve justement, ils vont un peu trop loin. Et moi, je ne peux pas m'excuser d'avoir fait maintenant parce que c'est, comme vous disiez, esthétiser la guerre, mais je crois, c'est pour ça peut-être il y a quelques images qui sont restées aussi. Il y a celle-là par exemple qui est exposée ici, cette colonne de chars là, qui zigzague un peu dans les dunes, et c'est donc des chars détruits. Est-ce qu'une photo comme celle-là, est-ce qu'elle ne montre pas un aspect esthétique de la guerre? Mais écoutez, j'étais en bas, là j'étais en hélicoptère israélien après la bataille, toute une armée complètement, l'armée égyptienne détruite. Il y avait des cadavres, les chars, j'ai des gros plans de tout ça, mais pas des morts. Mais cette espèce de destruction de folie. Et tout d'un coup, je me dis, il faut se retirer, il faut prendre un peu de distance, sinon on devient dingue. Parce que en s'approchant aussi, c'est une autre manière de esthétiser. Vous voyez l'autre photo qui est là, c'est un hélicoptère russe qui a fondu parce qu'il était bombardé. Donc on peut être trop près ou trop loin. La question c'est, selon la phrase, je crois que c'est même peut-être Capa qui l'a dit, la photo n'est pas bonne si tu n'étais pas assez proche. Mais ça ne veut pas dire proche uniquement en distance, mais aussi avec le cœur. Pour faire un saut dans le temps, René Bourril, j'aimerais savoir ce que vous pensez des dernières photos de la guerre d'Irak, finalement celles qui vont rester dans les mémoires, c'est celles qui ont été non pas prises par des photographes, mais par les soldats à la prison, les sévices de la prison d'Abu Ghraib. Qu'est-ce que vous pensez de cette évolution? Moi, je trouve que c'est très bien, c'est même très fort que la photo a pu faire quelque chose, je veux dire, positif, entre guillemets, de relever quelque chose qui était caché. Et j'irai même plus loin, j'ai vu des séquences, même de quelques copains, ce qu'on appelait à l'époque embedded journalists. Et là, quand j'ai vu les séquences, moi, j'ai même eu peur, je croyais que c'était des séquences tournées à Hollywood presque. Et à ça, je dis aux jeunes, allez-y, continuez de mettre, même si c'est en digital ou en, je ne sais pas, en numérique, il faut avoir des gens qui mettent leur nez dans des histoires qu'on devrait
on vous interdit de les mettre. Donc ça, c'est Abu Ghraib, ça a soulevé quelque chose. Et je crois que la photographie a ce rôle-là. Elle ne peut pas complètement changer le monde, mais de quelques images qui, à l'époque aussi, m'ont influencé, peuvent donner quelques idées. Et là, dans ce cas-là, c'était un éclat politique d'une dimension incroyable. Donc ça, je trouve bien, mais pour revenir aux jeunes, il ne faut pas dire seulement aux jeunes, mettez votre nez dans les choses qui se passent derrière, embedded photojournalisme. Mais de l'autre côté, messieurs le rédacteur, les gens de la télé, braquez-vous pas trop uniquement sur les choses faciles, parce que l'horreur, évidemment, ça a un effet, mais donner des possibilités, les éditeurs aussi, à ces jeunes, à ces photographes qui ont le courage, qui ont la capacité de nous donner l'image de ce monde, pas comme ça existe pratiquement dans des catalogues. On n'aurait presque plus besoin de faire des photos aujourd'hui. On peut tout faire avec des catalogues, déjà avec les signatures des participants. Donc il n'y aurait pas de droit d'auteur d'abord et ça serait plus facile. Mais courage à vous tous, parce qu'on a besoin. Et c'est ça ce que nous, on a fait, merveilleux. À l'époque, justement, comme j'ai décrit, film envoyé, développé. Aujourd'hui, en quelques minutes, Afghanistan, mes collègues, ils ont envoyé des images à Paris, mais ce n'est pas encore, comment on dirait, une carte blanche pour faire n'importe quoi. Ça dépend toujours de l'œil, du cœur et un peu des pieds aussi, évidemment. Très vite, vous avez été confronté à la concurrence de la TV. Comment est-ce que la TV qui montrait donc, les événements quasi instantanément que vous photographiez, comment vous avez vécu cette concurrence? Et j'imagine que ça a fondamentalement changé votre travail sur le terrain. C'était un choc, oui. J'étais à Chypre, l'indépendance, je photographie. 2 heures plus tard, Athènes, dans un hôtel. Je préparais mes films et le téléviseur commence à transmettre les images que j'avais photographiées 2 heures avant. Et il y avait quelques gens dans et je me levais avec mes films, je dis regardez pas, regardez lundi, ça serait dans Paris Match. Et tout d'un coup, avec un choc, j'ai réalisé que je me faisais doubler par ce médium, ce média de télévision. Donc il a fallu faire des photos différemment après? Ben, justement, on était sur les événements, handshake, les choses, les événements, mais ça aussi, ça peut-être m'a poussé de trouver des images qui n'étaient pas seulement faites pour la une de la journée, mais qui allaient un peu plus loin, c'est-à-dire, donc on revient un peu à ces images symboliques ou un peu plus esthétisantes, mais qui donnaient une forme en pensant que ça pourrait rester un peu plus longtemps, mais mélangé avec ce caractère que j'ai décrit. Alors la télévision a été votre concurrente, mais vous en avez fait aussi, notamment, je me souviens d'un Temps présent que vous avez fait en 1970 avec Peter Hamann sur l'immigration en Suisse, c'est-à-dire sur la population italienne qui travaillait en Suisse à l'époque des initiatives Schwarzenbach. Et à cette époque-là, le moins qu'on puisse dire, c'est que ça chauffait pas mal. So wie das Schwarzenbach wünscht, dann sollte nur Saisonarbeiter da kommen. Und diese Saisonarbeiter, das heißt, das kommen mehr männlich, nicht Frauen. Was sagen denn eure junge Mädchen? Das sind alles Notlösungen. Die haben jetzt voll von den Italienern, von den Griechen, von diesen Leuten. Was sagen sie denn dann? Dass wir viel schlimmer sein. Ich bin auch ein Mensch gleich als Sie. Das sage ich nicht. Ich bin eine Berufsmann und arbeite als Hilfsarbeiterin des Schweiz. Wissen Sie warum? Jetzt habe ich nicht gesagt, von Menschen sind alle Menschen. Aber wir haben Nationen, du bist Schweizer, der andere ist Franzose, der andere ist Deutsch. Schauen Sie, ich habe ein paar Italiener, ältere, die Rente haben. Im Monat 500 Franken. Die den ganzen Tag im Mikromet für Sie Ist nicht wahr. Ist nicht wahr. Könnt ihr alle zeigen, Nein. die gesund sind, die leiden. Sind voll zum Arbeiten. Nein. Alors, dans un cas comme ça, pourquoi est-ce que vous avez préféré échanger votre Leica contre une caméra? Mais c'était toujours
la tentation, de tentative de suivre un peu les événements que déjà des années 70, le photojournalisme, ça n'existait plus de la même manière comme les années 50-60. Donc l'occasion, une chose comme ce référendum de Schwarzenbach, les problèmes qui se posaient, pas seulement les Italiens, il y avait d'autres, mais c'était un peu l'axe, c'était ça. De faire ça avec en filmant, de faire tout c'était presque un film d'1 heure, de montrer toutes ces facettes, c'était fascinant. Et je dirais même, après cette expérience, c'était pratiquement impossible de retourner à la photo, parce qu'il y avait le mouvement, il y avait les sons. Une fois fait le montage, on s'enfermait dans un noir, on montrait le film. Je me dis, plus jamais je peux aller plus loin avec la photo. Vous l'avez fait quand même. C'était comme attraper un train qui allait trop vite. Pour dire maintenant, avec une seule photo ou une série de photos, j'arriverai à faire cette émotion. Mais en même temps, j'ai vu, parce qu'à l'époque, on a vu les films au ciné-club de Pudovkin, de Eisenstein, de Orson Welles. On dit, on va faire des films comme ça. Évidemment, après, on a vu, pas si facile que ça. On n'est ni Renoir, ni quoi que ce soit. Parce que dans le film, il faut avoir surtout le sens aussi de la continuité. Ce n'est pas uniquement, peut-être les photographes, ils sont plus forts en cadrage, mais ce n'est pas ça. Sur 100 photographes, il y a peut-être un qui a cette capacité de marier les deux. Votre parcours, René Bourri, c'est aussi des rencontres de personnalités. Évidemment, la plus célèbre, c'est celle du Che en 63. Il est à ce moment ministre de l'Industrie. Vous le rencontrez dans son bureau avec une journaliste américaine. Ça se passe comment? Je crois qu'il avait la réputation de ne pas aimer être photographié, Che Guevara. C'est peut-être, oui, vrai, mais la preuve, c'était, une fois que j'étais dans son bureau, le contraire. Il m'a complètement ignoré. Je n'ai pas une seule photo pendant 3 heures où il me regarde. Tellement il était braqué sur cette américaine capitaliste qu'il a invitée d'ailleurs. Et c'est pour ça que j'étais là, parce que personne d'autre pouvait si vite se déplacer. Il cherchait à la séduire ou bien? Tout, séduire, presque violer, presque taper en lui donnant du feu pour la convaincre. Et ce qui se passait à Cuba à l'époque, qui était encore un peu la fin d'une période absolument formidable, romantique, tragique pour d'autres, mais Dieu sait, la tragédie de Cuba avant, c'était pas drôle non plus. C'est depuis ce moment-là que vous fumez le cigare? Non, non, mon père a toujours fumé. Et j'étais même vexé parce qu'il ne m'a même pas offert un cigare. Il était furieux. C'était évidemment pas encore pour moi à l'époque le Che qu'il est maintenant, toujours vivant malgré qu'il est mort depuis pratiquement 40 ans bientôt. Alors il existe 2 photos extrêmement célèbres du Che, c'est la vôtre bien sûr, et puis celle du photographe cubain Corda, celle qui est sur tous les t-shirts. Est-ce que vous auriez aimé avoir fait l'autre, celle de Corda, celle qui est devenue l'icône? Non, je l'ai rencontré, Corda, et on est devenus amis, on s'est toujours vus, on buvait ensemble du rhum quand j'arrivais là-bas ou il arrivait à Paris. Vous parliez de vos photos? Ben, bien sûr, à un moment donné, il arrive avec sa photo qui était une tête coupée d'une grande image Che sur la tribune, qui est devenue évidemment l'icône de la Révolution. C'est un éditeur italien, Mondadori, qui l'a sorti à l'époque, comme ils n'avaient pas le droit à l'image, elle était utilisée, il a perdu peut-être énormément d'argent ou des choses qui m'arrivent à moi aussi d'ailleurs, parce que tout le monde pense Bury fait des millions avec ces choses. Qu'est-ce qu'il vous a rapporté cette photo du Che, la vôtre, parce qu'on la voit quand même beaucoup? Elle est publiée, mais sur un plan de publication. Mais je touche rien d'une bouteille de vin avec l'étiquette Che, les t-shirts que je trouve aussi partout. Même j'arrive à Cuba, j'achète les t-shirts pour mes enfants avec ma propre photo en expliquant un peu. Voilà, je n'ai pas l'argent ni l'intérêt parce que je trouve aussi Che appartient au monde. Le plus détesté, le plus adoré des hommes,
visionnaire et utopique, évidemment, qui a fini mal, il prend son chemin, il est toujours vivant. Il y a une autre rencontre. L'autre, donc, pour revenir à notre rencontre, avec Corda, il me donne cette photo et il écrit à mon ami en espagnol, René, qui est d'acuerdo, que c'est la más conocida photo del Che, la plus connue, ton ami Corda. Je lui ai donné la mienne avec le cigare. Mon ami Corda est d'acuerdo que c'est la mejor photo del Che, signée à mon ami. Et la vôtre, la meilleure, il était d'accord? Il était d'accord, Corda. On est restés amis. Alors, il y a une autre rencontre importante dans votre vie, c'est Picasso, bien sûr. Ça faisait longtemps que vous vouliez le voir. Je crois que vous avez mis au moins 3 ans avant de le rencontrer. Et finalement, ça s'est passé dans un hôtel à Nîmes, mais vous avez eu un coup de chance. Oui, mais la chance, on savait, à l'époque, on disait toujours de cultiver la chance, mais on ne peut pas. On peut pas. On a la chance qu'on mérite. C'est des facteurs d'insister, de persévérer, et tout d'un coup d'être prêt quand la chance se présente. Et tout d'un coup, vous lui tombez dessus alors? Oui, mais c'était après 5 ans de poursuite. Et tout d'un coup aussi, j'ai souvent vu que c'est grâce à un malheur, la bonne chose peut y arriver. Et que récemment, j'étais de nouveau à San Sebastian, et j'ai dit, c'est grâce au généralissimo Franco que j'ai vu rencontrer Picasso. Pourquoi? J'ai fait un reportage à la dernière minute avant de quitter le pays, 57. Les gens courent vers une avenue, il y a Franco qui passe, j'arrive avec mon appareil, je suis tapé, 2 garde-corps me tapent dessus, m'arrachent le film et je retourne à l'hôtel avec mon nez qui saigne. Et je trouve dans une gazette Picasso à la corrida. Mais c'était presque à 1000 km plus au sud. Je saute dans ma voiture toute la nuit, Pyrénées, et j'arrive à Nîmes. Je n'étais jamais à Nîmes. Je tourne 3 fois autour de l'arène. J'entends la musique, un petit hôtel. Oui, monsieur, on a la chambre. Une femme de chambre me pousse vers une porte. J'ouvre la porte. Et il y a une telle commotion des orchestres, des toréadors. Et derrière, je vois un monsieur qui est sur le lit, qui dirige cette espèce de confusion. Et en regardant bien, c'était Picasso. Et vous avez laissé entrer? Ben, je suis entré. Et j'ai fait avec lui la pantomime. Lui, il continue. Il m'a fait comme ça et j'ai photographié. Je lui serrai la main. Je trouve mon sac. Je me réveille quelques heures plus tard. L'ampoule aussi dit, mais j'ai rêvé Picasso. Où est-ce que je suis? Je descends l'escalier et ce moment-là, un jeune me prend par la gorge et me tire dans une salle à manger. Il y avait comme la dernière scène de Leonardo, tout le monde autour de la table, la bouffe, les choses, Picasso au milieu avec et le jeune me dit, papa, j'ai trouvé un, c'est le photographe de ce matin. Il me regarde et dit, assieds-toi, mange. Mais ce qui était incroyable, le bruit, parce que tous ces invités que je connaissais personne, des collectionneurs, des grands de Romachi, sa fille, donc lui c'était son fils, on tapait avec les poignets sur la table en hurlant « nous sommes 13 à table ». Donc lui il était superstitieux, il a dit « je ne mange pas » et ce moment ce petit Suisse descend... Donc à partir de là, vous êtes devenu assez proche de lui, parce qu'il frappe quand on voit vos photos de Picasso, c'est qu'elles sont très intimes. Mais c'était un moment de bonheur. Après, grâce à Dou, après je suis retourné chez lui à sa ville à Californie, et il y avait 50 ans de différence, il avait déjà 78 ans. Mais cette générosité qu'il accordait à quelques moments, et peut-être moi, l'énergie que je dégageais, ou cette espèce d'innocence, intéressait pas seulement la photo, mais en lui. Il sentait cette espèce. Et c'est pour ça, expliquer Bury, il aime les gens célèbres,
on dit en allemand Prominentengeil, pas du tout. C'est la personne qui m'a intéressé. Et au bon moment, comme avec la leçon de Cartier-Bresson, j'avais toujours mon Leica, la photo est toujours tombée comme des pommes mûres, comme ça, au moment, et ça gênait pas les gens. Et justement, comment vous approchez les gens? On a l'impression, est-ce que vous êtes très proche d'eux ou vous gardez une certaine distance? On a l'impression qu'il y a les deux. Ben, il faut savoir, c'est en même temps, c'était la sensibilité. J'avais la pêche, j'avais le punch, mais il ne faut pas arriver comme un bulldozer. Donc ça jouait plutôt sur le contact personnel, où j'étais peut-être sympathique, beaucoup plus sympathique à l'époque que maintenant. Donc ça jouait un peu. Et au bon moment, la photo, c'était pas un type qui arrive et « Monsieur, je peux faire votre photo ». J'ai laissé même des photos que je voyais, je les laissais passer jusqu'au moment où j'avais l'impression c'était le moment. Alors, il y a des fois, vous laissez passer carrément des photos, notamment, il y a des photos que vous n'avez pas faites, notamment celle de Greta Garbo. Un jour, vous la croisez dans la rue à New York. Vous hésitez et au dernier moment, vous renoncez à faire la photo. Qu'est-ce qui s'est passé dans votre tête à ce moment-là? Mais c'est des événements, en racontant ou en se rappelant qu'on a pris la route à gauche ou à droite, comme ce que vous citez sur Greta. Je la vois et j'ai mon appareil et j'ai voulu quelque chose en moi, parce que j'ai plusieurs bruits dans moi. Il y a le côté paparazzi, là. Oui, justement. Elle déploie une telle énergie, une telle horde autour d'elle, et comme un voilier du XVIe siècle, elle passe à côté avec un petit sourire. Et je dis, mais c'est pas cette photo. Et là, peut-être, j'avais loupé l'occasion de devenir un paparazzi. Donc, fur et à mesure, on trouve un peu, commence à se définir. Mais dans votre carrière, il y a beaucoup de photos que vous n'avez pas prises. Ce qui est intéressant, c'est que vous en parlez tellement qu'on a l'impression qu'elles existent, ces photos. On a l'impression qu'on les a vues. Il y en a une, par exemple, aussi de Castro, que vous n'avez pas prise. Pourquoi? Mais j'avais fait des photos de lui. Et il s'agissait d'obtenir l'interview pour l'écrivain de Doux, parce qu'on travaillait sur tout un numéro. Et finalement, il m'a accordé dans un hôtel avec des femmes qui hurlaient d'un côté « fidèle, fidèle », et de l'autre côté les gardes-corps à 50 mètres qui me regardaient. Et on était devant un mur pistache, et lui, très grand, avec en tenue de combat, moi avec mon appareil, et on parle, et il dit « Commandante, est-ce que vous voulez accorder l'interview ?» Cette petite revue suisse culturelle, lui qui refuse des millions, des trucs pour Le Monde, etc. J'avais un peu l'air ridicule. Il m'a dit « Oui, mais écoute, quand on retourne à La Havane, on en parlera. » Mais j'ai senti tes jeux, il ne voulait pas. Et au moment où je dis « Mais qu'est-ce que je fais maintenant ?» Je regarde au-dessus de sa tête, il y avait une lampe en néon, un petit néon comme au cinéma, et là-dessus en rouge, c'était écrit « Exit ». Ça veut dire « fini ». Sorti. Alors là, j'ai eu une petite émotion, je dis « Pas cette photo ». Et pas par peur, mais j'ai dit « Trop facile, je n'ai pas besoin d'une légende ». Ou comme ça, et j'étais sûr, même ce moment, je la voyais déjà en double page, j'aurais pu faire une verticale. Et là, il me dit, mais qu'est-ce pas ça? J'ai dit, rien comme ça. Après, j'ai fait dans une manif du dos, on ne le voit presque pas, avec des lumières au fond, c'était beaucoup plus excitant. Vous avez connu, vous, l'âge d'or des grands magazines illustrés qui donnaient vraiment une grande place aux photos. Aujourd'hui, tout le monde photographie avec son appareil numérique, avec son téléphone, tout le monde peut modifier ses photos sur Photoshop. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que la photo est en train de perdre toute crédibilité, d'après vous? Mais on l'a perdu, évidemment, bien avant. Moi, je suis un enfant de la guerre froide. J'arrivais dans les pays de l'Est, on vous a montré des trucs, et tout d'un coup, M. X, ou le général X, n'était plus sur la tribune. Donc ils ont commencé à tricher, tout d'un coup le deuxième n'était plus là. Et maintenant je trouve, après la chute, la fin de tout ça, maintenant nous commençons à tricher de l'autre côté, mais avec une capacité de portable, de choses. C'est bien aussi. Abu Ghraib, voilà,
c'était pas prévu comme ça. C'est des fois, l'homme, comme je suis toujours un optimiste incurable, les idées sont toujours bonnes, c'est les gens qui les foutent en l'air. Donc je crois, avec ça, c'est même une chance. Faites des photos, photographiez vos enfants, montrez quelque chose, ce qui vous touche. C'est ça ce qui reste à une photo quand les gens ne sont plus là. Ça sera le mot de la fin. René Bourri, merci beaucoup pour cet entretien. Merci.